Prunelle, un podcast vidéo qui aborde le sujet du handicap visuel et de l'inclusion. Bonjour et bienvenue à tout le monde sur cet épisode du podcast Prunelle. Nous sommes aujourd'hui avec Ali Youssouf qui a fait le déplacement depuis Lausanne. Donc, salut Ali. Bonjour. Il ne rembourse pas les billets. Voilà, je tenais à vous prévenir comme ça. Il blague, bien évidemment. Il coupera, je crois. Voilà. Donc, on va demander au CFF un sponsoring. Ouais, voilà. Ouais. Et bonjour à toi, François. Bonjour Elodie et bonjour Ali. Bonjour. Ouais. Bienvenue. Merci de me recevoir en tout cas. C'est avec plaisir. Du coup, l'idée d'aujourd'hui, c'est un peu de parler de toi. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Ouais, alors moi, comme tu l'as bien dit, je m'appelle Ali, de prénom, et Youssouf de nom de famille. J'ai 24 ans et je travaille dans le milieu de la musique actuellement. Donc, à la base, j'ai débuté dans tout ce qui est composition musicale et j'ai rapidement dévié dans tous les métiers annexes de la musique, donc management artistique, production artistique, réalisation, développement d'artistes, organisation événementielle et podcasting depuis maintenant plus d'1 an. D'accord. Et voilà, et d'un point de vue, disons, alimentaire, parce que la musique en Suisse, disons que c'est tout un défi pour pouvoir y vivre. Donc, alimentairement, là, je suis en recherche d'un travail dans tout ce qui est communication et relations publiques. Et là, je suis des cours du soir dans une école de communication qui s'appelle le SAVI à Lausanne. Et du coup, je suis des cours en tant que... dans l'objectif de devenir copywriter. C'est un beau projet. Alors, avant d'entrer un peu plus en matière sur tes études et ton aspect dans la musique, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton handicap visuel, comment il a été détecté, comment il a évolué, comment tu le vis au quotidien? Donc, moi, je suis non-voyant de naissance. D'accord. Et ça n'a pas évolué ni stagné. Enfin, j'ai eu le produit... tout fait, une pizza surgelée, le truc, donc voilà. Et du coup, voilà, quoi, j'ai dû... l'avantage, entre guillemets, de l'avoir par naissance, c'est que t'as rien perdu parce que t'avais rien gagné à la base. Donc, tu peux que vivre avec... C'est comme quand tu joues au poker, t'as une main pourrie, bah t'es quand même obligé de jouer, tu vois. Tu peux pas quitter la table. Donc voilà, quoi, j'ai dû apprendre à vivre avec. Et on vit tout simplement. Je vais pas faire le type qui se plaint H24, mais je vais pas faire le type que tout va bien non plus, quoi. Tu vis avec. Moi, j'ai une question par rapport à ton parcours scolaire et aussi ta formation actuelle. Pour toi, quels ont été les enjeux en plus d'apprendre, que ce soit au niveau, je sais pas, des techniques d'apprentissage, du relationnel avec les autres élèves, les professeurs, ou même le rapport aux devoirs. Enfin, comment tu vis ce processus d'apprentissage, quelque part? À la base, moi, j'ai commencé dans une école spécialisée à Lausanne pour m'apprendre justement les bases comme le braille, l'utilisation de l'ordinateur ou autre. Et j'ai eu la chance, je dis la chance parce que c'est pas forcément toutes les personnes dans ma situation qui sont dans le cas de pouvoir faire ça, de pouvoir poursuivre ma scolarité dans une école dite ordinaire. D'accord. Pour pouvoir obtenir ensuite une certification qui me permettrait d'aller dans les autres écoles et d'accéder aux apprentissages un peu comme tout le monde, quoi. Alors que dans les écoles spécialisées, ils te donnent une attestation. Tu peux trouver un apprentissage si tu as un peu de bagou, mais globalement, les écoles comme le gymnase, on est à Genève ici, donc je crois que vous appelez ça le collège ou autre. Ça, c'est avec ces attestations-là, elles sont pas accessibles. D'accord. Donc, dès mon plus jeune âge, on m'a quand même mis entre mes mains les outils pour pouvoir avoir une vie décente, quoi, à peu près. Juste pour savoir, on entendait, enfin, quand tu dis adaptation, il y a eu quoi concrètement? C'est tout ce qui est, majoritairement, c'est tout ce qui est transcription. Parce que les bouquins, forcément, je peux pas les lire sur papier ou quoi, donc ils devaient me les transcrire en format Word.
Beaucoup de profs ont des exercices mais qui sont déjà en PDF, du coup il faut me les remettre en Word. Enfin voilà, c'est toutes ces adaptations qui prennent un peu moins de temps parce que la technologie fait que, mais à l'époque prennent énormément de temps. Et du coup, le temps, c'est de l'argent, donc voilà. Ah, parce que l'audio description donc d'un document PDF ne marchait pas à l'époque. À l'époque, c'était très complexe, ouais. Ok. Maintenant, c'est mieux, c'est plus adapté ou quoi, mais à mon époque, le PDF, c'était quasiment inaccessible, quoi. Fallait pas. D'accord. Ouais. Et du coup, tu disais qu'on t'a réorienté du coup orienté vers une formation de assistant de bureau. C'est une version soft du CFC, donc il n'y a pas les langues. Attestation professionnelle fédérale, ouais. Attestation fédérale l'EP, je sais, j'ai jamais su à quoi. Professionnelle, ouais. Peut-être. Il me semble, ouais. Enfin bon, voilà, j'ai eu à faire ça. Et par la suite, du coup, c'est assez paradoxal parce que j'ai fait cette formation, mais de tout ce que j'ai fait, j'ai jamais eu à bosser dans ce domaine-là. Parce qu'après cette formation, moi, j'ai été recruté justement, comme on en parlait en off, par Amaury que vous avez reçu ici en tant que commercial dans sa société. Après, j'ai fait d'autres trucs. J'ai fait serveur, j'ai bossé avec des communes. Enfin voilà, j'ai fait plein de petits métiers comme ça, mais jamais dans ma branche. Donc, mais alors là, maintenant, on a Ali Youssouf, producteur. C'est ça. Réalisateur d'un podcast. C'est ça. Hein, qui ça s'appelle Parlons-en. Parlons-son. Parlons-son. Oui. Ah ouais, pardon. C'est ça. Parlons-son. Comment Et oui, alors, on pourrait parler de ça. Oui. Hein, le on podcast. pourrait parler son, en effet, si vous voulez. Parlons-en. Ouais. Comment tu t'es dit pourquoi pas un podcast et comment as-tu réfléchi à quel type d'invité tu voulais recevoir, quel sujet aborder? Ce que j'aime beaucoup avec mes projets de vie, c'est qu'ils viennent toujours... Enfin, il y a une raison à mes projets de vie. C'est jamais... il y a toujours une connexion. Si j'avais pas fait la composition musicale, j'aurais pas fait de production. Si j'avais pas fait de production, j'aurais pas rencontré les partenaires qui font que je fais le podcast. Si j'avais pas fait le podcast, j'aurais pas rencontré certaines personnes. Enfin voilà, tout est vraiment lié. Et c'est ce que j'aime aussi moi avec les projets que j'entreprends, c'est que ça a jamais été du forcing. Et à chaque fois que j'ai tenté de faire du forcing dans un domaine ou quoi, ça a jamais marché. Ça a pas fonctionné. Donc vraiment, moi j'appelle ça le destin. Certains appellent ça comme ils veulent. Mais faut vraiment, tout vient à un point qui sait l'attendre ou le prendre d'après un certain rappeur. mais voilà quoi. Donc pour en revenir au podcast, j'étais sur la production d'un projet multi-artiste. Donc un EP, donc un projet de 4 titres qui mettait un peu en avant les artistes de la région romande. Et pour la réalisation de ce projet, je m'étais fait accompagner par une agence de management artistique qui s'appelle Mont Lausanne Productions. Et donc, on réfléchissait à un moyen de promouvoir le projet de manière un peu originale. Donc au début, on a pensé à des vidéos un peu coulisses sur comment est-ce que les titres sont composés en studio, etc. On s'est rendu compte que logistiquement et financièrement aussi, c'était trop compliqué à mettre en place par rapport au projet. Et donc du coup, de fil en aiguille, en parlant et tout, on s'est dit pourquoi pas faire un podcast des artistes du projet. Et donc à la base, la saison 1 était prévue comme un outil promotionnel. D'accord. Et donc, de fil en aiguille, à force de tourner les épisodes, on s'est dit que ça avait vraiment le potentiel d'être un projet à part entière, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui a été abordé dans la saison 2 et dans la saison 3 aussi, me semble-t-il? Il y a une 3e saison. C'est ça, elle est en cours. Ah, qui est en cours. Donc, globalement, il y a 2 thèmes principaux qui sont abordés dans toutes les saisons du podcast. D'accord. Enfin, pas 2 thèmes, mais disons 2 axes. Il y a un axe où le but, c'est de donner la parole et de mettre en lumière les différents artistes de la région. Donc, en gros, à travers leur parcours, on étudie certaines actualités, certains phénomènes du milieu de la musique.
Et donc, voilà, de mettre en lumière leurs projets et tout. Et l'autre axe, ça a été de mettre en avant les personnes de l'ombre, donc les producteurs, les managers et autres. Et à travers justement leur parcours à eux, c'est de vulgariser et démystifier certains tabous et thèmes du milieu culturel, quoi. C'était vraiment ça le but. Ouais. Et donc, pour l'équilibre, je fais... Quel, par exemple, tabou ou Quel tabou par exemple, notamment sur les sources de revenus de la musique, par exemple, où il y a beaucoup encore de désinformation et de fantasmes qui sont véhiculés, notamment, et ça c'est le mauvais côté des réseaux sociaux, où il y a beaucoup de fausses informations qui circulent ou autres, et les artistes aussi, au final, suivent ces informations-là et se retrouvent dans des situations très compliquées parce que les informations qu'elles ont suivies sont ou fausses ou datées ou pas totalement exactes. D'accord. Donc du coup, à travers ces podcasts-là, j'espère, et mon objectif, c'est de démystifier vraiment certaines légendes urbaines qu'on peut avoir dans la musique. Légendes urbaines, ça c'est une chose que tu me disais au téléphone avant qu'on démarre, que c'est vraiment ce milieu-là qui t'intéresse. C'est ça. Musique actuelle, on pourrait dire. C'est ça. Donc de cette subvention, c'est ce qu'il faut mettre, musique actuelle. Mais... Et puis dans la tranche, disons, génération moins de 35 ans. Ouais, 18-35, ouais, c'est un peu ça. 18-35, c'est ça. Mais du coup, ces artistes, alors, comment est-ce qu'ils arrivent jusqu'à toi, jusqu'au podcast Ou comment est-ce que vous allez les chercher? Toi, tu vas les chercher? Ouais. Mais justement, en fait, le truc, c'est que ce qui m'aide aussi énormément, c'est que, de un, mon partenaire m'aide énormément parce qu'il a un réseau au sein du milieu musical suisse qui est plus approuvé, quoi. Vraiment, il est très connecté. Donc, quand je suis à court d'invités, quand je suis à court d'idées, lui, c'est toujours qui contacter. Okay. Et puis, moi-même, de mon propre réseau, justement, et c'est là où je trouvais que c'était... j'ai lancé le podcast au bon moment parce que j'avais, de par mes autres activités, les connexions pour pouvoir démarcher les invités souhaités, quoi. Parce que je l'ai connu, parce que j'ai tel artiste, je l'ai programmé là, parce que tel manager, j'avais fait une conférence avec lui, parce que voilà. Donc c'est vraiment une histoire de réseau, et c'est là aussi où je parle avec d'autres amis à moi qui veulent lancer ou des podcasts ou quoi, où je leur expliquais justement que le vrai défi, c'est le premier invité. Ouais, c'est lui qui lance. Ouais, parce que vous avez rien quand vous allez démarcher le premier invité. Vous avez juste un dossier, mais des mots, c'est la propriété. Les mots sont pas déposés, quoi. Tout le monde peut utiliser des bons mots, tourner ça des manières les plus avantageuses que vous souhaitez, mais dans le fond, ça reste que du vent. Alors que dans le deuxième épisode, quand vous allez démarcher le deuxième invité, vous avez déjà un lien et vous avez même pas besoin de faire un pitch trop long parce que de un, personne ne lira, et de deux, surtout, vous avez la preuve par l'exemple. Donc, vous avez juste à mettre le lien là. Il voit votre style, il voit votre direction artistique. Et à partir de là, il est libre d'accepter ou de refuser, mais il y a grande chance d'accepter quand on part de ce postulat-là, quoi. Oui, ça donne un aperçu c'est ça. Du style. C'est ça. Et des choses qui peuvent être amenées à chaque épisode. C'est vrai. C'est ce qu'on voit avec Prunelle. Hein. D'ailleurs, il y a un rôle d'édition de la rencontre qui se produit, justement, comme maintenant, et puis de diffusion, parce que ça peut encore faire des échos et rebondir dans l'écoute des uns et des autres, dans les réflexions, parce que le but aussi, c'est d'amener des réflexions sur ce qu'on peut traverser en tant qu'entrepreneur, en tant que personne confrontée à une question en particulier. Là, typiquement, ça peut être le handicap visuel. Et on a aussi l'idée de travailler sur l'inclusion, parce que l'accès au travail, comme tu viens de l'évoquer avant, l'accès au travail, on voit que c'est pas évident, l'accès à la formation non plus. Non, clairement pas. Et donc, il y a des efforts énormes encore à fournir du côté des institutions, du côté des entreprises. Et c'est à ce titre aussi qu'on souhaite que Prunelle puisse aider, en fait, à réfléchir et à améliorer. Même, parfois, il faut aller jusqu'au niveau légal, hein, de modifier le cadre légal pour obtenir peut-être des nouvelles prestations ou des nouvelles façons de développer des projets. Mais justement, je trouve que votre manière de faire, elle est plus appropriée que certaines autres
associations, collectifs qui vont justement entrer directement dans le cadre légal, dans le cadre de la culpabilisation, etc. Enfin, ça va être très frontal comme confrontation. Et on est des êtres humains. Moi, j'estime qu'on peut dialoguer. Moi, je peux comprendre aussi les peurs des institutions et entreprises, parce que si maintenant quelqu'un vient à affirmer que engager une personne, que ce soit dans ma situation en termes de handicap, c'est facile à engager et qu'il y a juste à signer le contrat et à y aller, c'est faux. Et justement, quand on rentre dans tout le cadre un peu de culpabilisation que certains essaient de mettre en place, c'est un peu, j'ai l'impression, ce qui promeut, alors que c'est complexe, personne va le nier. Maintenant, le but, c'est d'ouvrir l'esprit de chacun, et on n'obtient pas ce qu'on veut des gens en leur criant dessus, mais on obtient ce qu'on veut des gens en discutant avec eux, quoi. Donc, je trouve ça un bon format. Si je peux me permettre, quand tu dis culpabilisation, ça serait quoi? Et puis après, l'autre chose que tu as dit qui me semble important de développer, c'est tes propres démarches face à l'emploi. Parce que ça, c'est aussi important d'en témoigner. Nous, on aimerait aussi, auprès des PME, et c'est aussi d'ailleurs proche de ce que fait Trust to Achieve, on se pose la question, est-ce qu'il y a des freins dans les PME, et lesquels sont-ils? Ou est-ce qu'il y a des PME qui sont tentées de faire le pas d'une inclusion, parce que c'est du bon à prendre pour toutes les parties prenantes, et on le sait, il y a des études qui le racontent, et on peut encore même mieux documenter cette chose-là. Il faut qu'on travaille aussi avec des universitaires, avec des HES. Enfin, il faut qu'on mobilise du monde autour de l'accès à l'emploi. Totalement. Il y a plusieurs choses à reprendre dans ce que tu dis, notamment quand je parle de culpabilisation, c'est qu'on dit excusez-moi du terme, c'est peu châtié, mais les patrons, c'est des salauds, ils n'engagent pas ces personnes-là, etc. Et je pense, moi, que c'est quand même plus complexe que ça, et il y a une peur réelle de la part des patrons d'engager, parce que à un moment donné, c'est pas des œuvres de charité, ils cherchent à être rentables, et ils cherchent à savoir comment intégrer ces personnes-là pour qu'elles ne soient pas un frein, mais un atout. Donc, moi, le principe de dire que ils engagent pas parce qu'ils sont fermés d'esprit, je dirais que c'est plus complexe que ça, c'est plus parce qu'ils ont peur, qu'ils connaissent pas, qu'ils ont pas forcément ça dans leur entourage ou autre, et du coup, on sensibilise. Mais donc, ceux qui seraient culpabilisateurs, si on peut les appeler comme ça, c'est ceux qui accuseraient, en fait. C'est ça, certains collectifs, certaines associations qui font que dénoncer, mais qui proposent rien de concret derrière. Ok. Mais des gens qui militent ou qui sont engagés dans des... C'est ça. Moi, j'ai un problème de base avec le militantisme unique, moi j'appelle ça, c'est que vous êtes juste là à dénoncer et à mettre en lumière et à mettre en avant. C'est très bien, mais si vous n'avez pas derrière ou un collectif partenaire qui peut proposer des solutions, ou de par vous-même proposer des alternatives, honnêtement ça sert à rien, et votre mouvement il est décrédibilisé, et il est... Ok, oui. Ouais. Mais du coup, toi, si tu me permets, Elodie, on reste un tout petit peu sur ce chapitre-là, parce que c'est important de l'approfondir. Donc, les démarches que tu as déjà faites, de postulation, tu en as faites, puisque tu t'es formé, tu as des compétences dans le domaine de la communication, tu disais, ou tu es en train d'en acquérir encore. C'est ça. Et puis dans le domaine du commerce, puisque tu disais que tu avais aussi travaillé un peu avec Amaury. C'est ça. Et que tu t'es formé à ça, que ton premier cursus de formation, c'est là autour, c'est de la vente. Mais alors, justement, là, moi, j'ai beaucoup de formations en expérience terrain. Notamment, je me suis dirigé vers la communication, parce qu'au sein de mes projets, que ce soit dans mes organisations d'événements ou autres, j'ai dû arborer cette casquette un peu bon gré mal gré. Mais avec plaisir, justement, au final, parce que ça m'a permis de développer de connaître des aspects de moi que j'ignorais. Et idem avec Amaury, c'est que quand on faisait pour l'inauguration de certains produits ou autres, et qu'on préparait la conférence de presse ou ce genre de choses, moi, c'était vraiment des moments que j'ai énormément appréciés. Et c'est là où je me suis découvert. Mais pour en revenir à ma formation initiale, moi, j'estime qu'on m'a mal orienté, si tu veux que je sois franc avec toi. C'est que comment fonctionne l'assurance invalidité, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ce n'est que mon avis, je vais pas vous mettre dans le truc. Moi, j'ai l'impression que ils y voient, pour les personnes en tout cas en situation de handicap visuel, des cases et stéréotypes, entre guillemets, dans le sens où ils se disent que tu es bon
à ce qui paraît, les personnes en situation de handicap visuel sont bons dans tout ce qui est dactylographie et réception, parce que ça a toujours été comme ça. Donc, de facto, on va les placer là-dedans. Sans connaître la personne, sans connaître ses aspirations, ses compétences, ses envies, ses passions ou autres. Ouais, c'est peut-être aussi parce que c'est plus simple. Oui, voilà, mais c'est plus simple. Mais au final, en sortie de route, face à quelqu'un maintenant qui est qui a compétences équivalentes, moi, je serais jamais pris en tant qu'assistant de bureau, parce que elle est où ma valeur ajoutée? On m'a pas appris à développer ma valeur ajoutée en fonction de mes compétences. Donc, mais toi, ton rêve, disons, le plus cher, quand tu as commencé à rêver à une activité professionnelle, c'est même, je dirais, comme beaucoup plus jeune. C'était quoi ton rêve? À la base, moi, j'avais intégré le gymnase pour pouvoir poursuivre en option artistique musique. Ok. Donc, être musicien plus aguerri que je ne le suis actuellement. Et, ou alors le droit. J'aurais aimé faire du droit. Ouais. Ok. Mes parents trouvent que je suis un bon escroc, donc ils disent, bon, quitte à ce que ça rapporte. Voilà. Le droit et la musique. Ouais, ok. Ouais, c'est marrant. Ouais, bah c'est aussi un chapitre, les droits d'auteur. Totalement. Ouais, totalement. Voilà, personnellement, je suis plus épris par le droit pénal et tout, mais... Le droit pénal. D'accord. Ok. Vice de forme. Mais une chose qu'on discutait avec Marc Aubert, qui nous a aussi... Qui n'est pas là, hein, bien évidemment. qui a aussi fait en sorte qu'on puisse organiser cette rencontre avec toi. Une réflexion qui m'est venue en parlant comme ça avec lui, c'était que les procédures de travail... Parce que là, il y a aussi l'idée que toi, tu puisses visiter le studio de production. Ouais, c'est ça. Je reprends. Souvent, dans les entreprises, on a besoin d'écrire les procédures de travail. Et puis, ces descriptions, quand on ne les voit pas, ça fait un effort de formulation, un effort de récit. Et je pense que tu peux amener un avantage, en fait, concurrentiel, parce que c'est ça que tu disais, hein. Quelle est la valeur ajoutée? Mais le fait d'être à côté de quelqu'un qui travaille et qui te dit, ben voilà comment je fais, voilà là où je dois enclencher une opération, voilà la réponse que je reçois de la machine, que ce soit un ordinateur ou autre chose. Hein. Et ces procédures de travail font partie des systèmes de qualité, souvent, et de la sécurité dans les entreprises aussi. Parce que pour sécuriser des façons de faire, eh ben, il faut protéger des fois une main, un bras, une personne qui travaille. Donc là, il y a une piste, je dirais, à creuser par rapport à des fonctions qui sont autres que vendeurs et réceptionnistes. Non, totalement, mais même c'est marrant que tu dis ça, parce que j'avais eu un de mes profs, j'avais eu mon cours la semaine passée là, de communication, il y avait un de mes profs justement qui me disait exactement la même chose, c'est qu'il prend l'habitude justement d'habitude il fait que montrer visuellement les trucs et tout, et là il se sent obligé de décrire, et il m'avait dit que c'était un exercice très très intéressant à faire pour lui, quoi. Donc voilà, mais après, encore une fois, pour tu prends le vendeur, c'est pas du tout une case que l'AI m'a amené. L'AI, ils m'ont cantonné en réceptionniste. J'ai eu de la chance que Amaury me repère en tant que commercial, et du coup j'ai pu aller voir d'autres aspects, quoi. Et comment il t'a repéré en tant que commercial? Il m'a vu sur une vidéo. Alors c'est pas la première, c'est pas la première interview que je fais là, comme ça. Je fais souvent des interviews pour genre l'hôpital ophtalmique à Lausanne ou ce genre de choses pour leurs vidéos promo. Et du coup, on avait fait toute une série de vidéos promotionnelles et tout. Et il m'avait vu sur l'une d'entre elles, et du coup, il était bonne bouille. Puis pour nos auditeurs, on devrait dire qui est Amaury, parce qu'on a cité plusieurs fois son nom. Qui est donc Amaury est cofondateur et CEO de la société Seedgrowth, qui fait de qui fait des développements de marque pour transnational. Donc si vous voulez vendre des produits à l'étranger ou importer des produits de l'étranger dans le territoire suisse, il va vous rédiger un peu, il va vous mettre en place les différents schémas commerciaux pour y parvenir. Ok. Et il est aussi président de l'association TTA. Oui. Donc Trust to Achieve. Je vous laisserai faire la traduction de votre côté. Oui. Voilà. Mais que donc on a bien reçu ici. Voilà, c'est ça.
Mais vous n'aviez pas abordé l'aspect professionnel d'Amaury, du coup, je pense. Donc... Non, on lui a pas posé cette question. Et puis, il est venu en deuxième interview. La première a été faite par Céline Wittchard. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes heureux d'être avec Ali Youssouf, pianiste. Donc, on t'a aussi écouté, là, c'est hors... Alors, à la base, moi, j'ai commencé par la batterie. Sur le CV vidéo. CV, oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié cette histoire. C'est vrai. À la base, moi, j'ai commencé par les percussions. D'accord. Puis la batterie, puis le piano, puis la composition sur ordinateur. Le piano, je l'ai fait en autodidacte parce que ceux qui me finançaient mes cours de batterie n'ont plus pu le faire. En vrai, comment je me suis mis au piano, c'est je devais donner une initiation de cours de batterie à ma sœur qui avait un examen. D'accord. Dans le cours de musique générale, enfin, elle fait pas d'instrument, quoi. Enfin, elle faisait pas. Et la salle de batterie était fermée malencontreusement. Et donc, du coup, ma sœur était là avec son copain de l'époque et ils étaient un peu en froid. Et du coup, la salle de piano était ouverte et il m'a dit, pour la blague, est-ce que t'es pas chaud de nous jouer un peu un petit truc sérénade et tout, parce que mon frère, je suis en galère, tu vois. Donc là, je commence à jouer un truc vraiment tout... Enfin, ma première composition, elle est venue comme ça, en fait, quelque part. Donc, Une sœur qui est plus jeune. Plus âgée. Plus âgée. Ouais. D'accord. Et vous êtes nombreux en fratrie? Trois. Ouais. Donc, une sœur plus âgée et un frère plus jeune. Un frère plus jeune. T'es le milieu. C'est ça. Du milieu. Je suis le stack. Voilà. C'est ça, comme ça. Et l'immeuble. Puis dans votre famille, les parents, j'ai vaguement entendu qu'il y avait un papa entrepreneur. C'est ça. Mon père, c'est un entrepreneur. Je l'appelle, c'est un chercheur de plans. Et il cherche toujours un filon, quelque chose et tout. Et dès qu'il en a marre, il vend l'activité, il passe à autre chose, quoi. Donc c'est très... D'accord. Ok. C'est très intéressant de grandir dans ce milieu-là parce que autant on connaît les périodes de vaches maigres, autant on connaît les périodes de vaches bien grasses. J'espère les impôts. Bref. En tout cas, il sait rebondir de ce que j'entends. Puis comme la Suisse, c'est le pays des vaches, donc... voilà, c'est ça. Ouais. Et ils sont venus d'Érythrée en raison aussi de l'insécurité. Politique, désertion, quoi. C'est vraiment ça. Ouais. Juste pour revenir à la musique, du coup, tu disais que tu as appris le piano de manière autodidacte, que tu as fait de la batterie auparavant, et après de la musique sur ordinateur. Mais du coup, tu as appris de manière juste avec l'oreille. Enfin, comment ça se passe par rapport aux notes, si tu veux jouer des nouvelles partitions? Justement, je ne fonctionne pas en partition. J'ai essayé d'apprendre le solfège. C'est vraiment pas fait pour moi. En fait, non, ça peut être fait pour moi. Il y a des partitions qui sont écrites en braille ou ce que tu veux, mais... Ah oui? Ok. Mais c'est vraiment pas fait pour... J'arrive pas à théoriser la musique. C'est tellement ancré en moi. C'est dans le sang, en fait, quelque part, tu vois. Et devoir commencer à mettre pause pour essayer d'écrire ce que je... Non, j'arrive pas. C'est pour ça que je fais souvent des jams, je fais souvent des trucs où génial, c'est l'instinct qui joue, quoi. C'est pas moi. Ouais. Ok. Et comment tu décrirais ton style musical? C'est principalement musique urbaine. Après, j'ai pas mal dérivé dans tout ce qui est musique d'assonance afro, reggaeton, R&B, jazz, enfin voilà quoi, toutes les musiques un peu du monde, quoi. D'accord. À ce moment-là, maintenant du podcast, on pourrait inclure un petit extrait. Un petit extrait. Ouais, bien sûr. Tu voulais. Si t'es d'accord, un extrait de ce que tu produis. Bien sûr, bien sûr. Ouais. C'était magnifique. Mais je m'aperçois, j'ai encore une question qui est restée d'avant par rapport est-ce que toi, tu as postulé et quelles sont les réponses que tu as reçues quand tu as postulé? Juste petite question. Je fais un petit peu une rétro. Juste un petit peu avant. Tu as parlé de CV vidéo, comment c'était venu l'idée? Et est-ce que du coup, par rapport aux entreprises auxquelles tu as candidaté, est-ce que tu as envoyé ton CV? Comment ça a été réceptionné? Enfin, voilà, c'est une question un peu deux en un. Ok. Donc, comment est-ce que j'ai postulé? Est-ce que j'ai eu des réponses? La réponse est non.
énormément de vent, vraiment. Je me demande si le marché de l'emploi, c'est pas Tinder, vraiment, je comprends pas l'histoire. Ce qui, encore une fois, moi, je me mets aussi à la place de l'employeur sur le papier, sur un CV classique papier. Et surtout qu'avant aussi, j'avais énormément de mal, et même aujourd'hui encore, j'ai énormément de mal à... Je peux vous vendre ce que vous voulez, sauf moi. En vrai de vrai, c'est ça aussi mon souci. Donc, mais nous-mêmes ne sommes jamais à vendre. Ouais, mais justement. mais il y en a certains quand même qui sont plus aguerris dans l'exercice. Donc... Mais on peut rejoindre une entreprise qui a elle-même des choses à vendre. Ouais, totalement. Mais il faut se vendre pour prouver qu'on sait vendre. Enfin, c'est un cercle vicieux un peu. Ouais. Mais du coup, si on prend ça couplé à ma situation, couplé au fait que le CV papier aujourd'hui, ça fait rêver plus personne, fait que j'ai que des vents dans mes postulations et tout. Et ça fait aussi malheureusement... Mais donc, tu en as quand même lancé, ou en tout cas sur le réseau? Oui, j'ai lancé. Et encore une fois, moi, les postulations au petit bonheur la chance, je fais pratiquement plus parce que je sais ce que les employeurs se disent et je sais que en postulant en candidature spontanée ou autre, ça va être très compliqué de capter leur attention. Donc, à chaque fois, ce que j'essaie de faire, c'est de voir si je connais quelqu'un dans l'entreprise, si j'ai un contact ou autre. D'accord. Comme une grande partie des personnes en Suisse aussi, on fonctionne très en réseau. Mais voilà. Et donc, du coup, le CV vidéo est venu aussi de ce constat, à savoir que le papier marche pas d'un point de vue, quand on ouvre mon CV comme ça. Alors, aujourd'hui, je l'ai un peu plus étoffé et amélioré, mais c'était pas plus vendeur que ça. On s'est dit, pourquoi pas le canot vidéo. D'accord. Donc, on a tourné ça. Mais est-ce que tu penses qu'un outil... parce que nous, on réfléchit aussi à un outil qui est déjà en prototype, de faire un portfolio qui retrace les activités. Et puis, sans doute, à l'adolescence, ou même peut-être avant, ou quand tu es devenu un jeune adulte, tu as pratiqué différentes choses. Alors là, il y a la musique, il y a l'organisation d'événements, podcasts. Donc, tu as une certaine pratique de différentes choses que tu fais, que tu as appris à faire, même comme ça, en les faisant. Et du coup, on pourrait les retracer parce que dedans, il y a sûrement encore des talents, encore des choses que peut-être toi-même tu ignores et que, justement... elles ne sont jamais à vendre, nos ressources, mais elles peuvent être utiles à d'autres. Elles peuvent se développer avec d'autres. Ça peut être une bonne... Moi, quelque part, le système m'a fait comprendre que j'étais pas un avantage, en fait. Que ce soit dans les études ou justement, de par l'assurance invalidité, vous fait comprendre que vous êtes un coût pour eux. Et plus on vous fait comprendre ça, couplé au refus des entreprises et autres, forcément, votre estime de vous, elle est pas elle est impactée. des plus optimales. Et du coup, forcément aussi que ça impacte mes postulations parce que j'en fais moins que ce que je devrais. Parce que je me dis, à quoi bon, en fait, quelque part. Et mais tu te considères quand même employable, même si le mot, il n'est pas excellent, mais t'aimerais qu'une entreprise puisse ouvrir la porte, quand même. Oui, forcément. Enfin, on a tous des factures, tu vois, donc il va falloir... Et qu'est-ce qu'il en a été des retours des entreprises qui ont reçu ton CV vidéo? Encore une fois, pas plus de retours que ça, quoi. C'est compliqué d'avoir de l'espoir et d'y croire quand on vous a refusé des choses pendant X années, quoi, en fait. Et est-ce que tu as une idée de comment on pourrait faire en sorte que les entreprises soient plus à l'écoute des candidatures un peu de ton profil? Mais je pense que à la base des bases, même avant d'aller jusqu'aux entreprises, moi, c'est la formation des personnes dans cette situation qu'il faut remanier pour moi. Parce que si on vous forme de base dans un domaine bateau, si on vous apprend pas à développer et à cibler vos talents et compétences, c'est forcément que si les fondations sont mauvaises, la maison elle est branlante, quoi. Donc pour moi, avant toute chose, c'est le soi qu'il faut améliorer avant d'aller espérer démarcher quelconque structure, quoi. Ouais. Mais du coup, la musique, tu te réalises beaucoup plus dans la musique et t'es productif dans cet environnement-là. C'est ça. Et tu
t'aimerais réaliser en fait un projet d'entreprise, une micro-entreprise qui peut fonctionner et commencer à générer aussi des recettes, des revenus. Ouais, dans la musique, moi je suis plus ce qui se fait actuellement pour que les personnes puissent espérer quelque chose, c'est il y a de moins en moins de producteurs, de managers ou autres parce que ils investissent de l'argent dans ces personnes-là en attendant un retour sur investissement qui est très compliqué à obtenir. Donc maintenant, ce qui se fait, c'est du consulting où c'est des heures tarifées qui sont facturées à l'artiste et l'artiste va pouvoir payer ça via des demandes de subventions auprès de pouvoirs publics ou d'entreprises privées. Donc moi, pour ma part, si je continue dans la musique, ce serait plus pour m'orienter vers ce genre de façon de faire, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Et aussi, au fil des années, vous m'auriez posé la question il y a 2-3 ans, je vous aurais dit je veux faire que la musique et rien d'autre. Mais justement, parce que je fais de la musique, parce que ça m'a permis de comprendre et développer mes compétences en communication, en relations publiques et autres, ça m'a aussi appris et fait comprendre que je voulais aussi bosser dans la com parce que j'avais d'autres plaisirs aussi que la musique, quoi. Et puis il y a certains succès là qu'on connaît où le producteur en fait c'est la toile, c'est Internet. Ouais, totalement. Il y a pas le producteur intermédiaire, c'est les personnes qui apprécient. Mais même à chaque fois il y a toujours quelqu'un de caché. Tu peux pas être 100% indépendant, c'est très compliqué tu vois. D'accord. À un moment donné, il y a des artistes indépendants qui vont à un moment donné collaborer avec les maisons de disques via différents formats de contrats parce que c'est elles qui ont le monopole sur les mises en playlist des plateformes de streaming. C'est elles qui connaissent les bons RP pour pouvoir vous diffuser au mieux. C'est elles qui ont les contacts radio et compagnie. Donc, à un moment donné, il va falloir collaborer. Et c'est ça aussi la force de la musique urbaine. Et je trouve qu'on lui rend pas assez grâce pour ça. C'est qu'elle a permis la en partie, en tout cas, une libération des artistes qui étaient pris en otage par les maisons de disques. Jusqu'à l'avènement des musiques urbaines, je m'étends un petit peu, je suis désolé. Ouais, c'est intéressant. Jusqu'à l'avènement des musiques urbaines, il y avait qu'un seul type de contrat en maison de disques. D'accord. C'était le contrat de base qu'on appelle le contrat artiste. Okay. Donc c'est un contrat où la maison de disques prend tout en charge. Dans le cadre d'un label. C'est ça. Et donc production, tournée, enfin tout ce que vous voulez. Et en contrepartie, elle vous redonne des miettes parce qu'elle a tout pris en charge. Vous êtes salarié de la maison de disques quelque part. D'accord. Et la musique urbaine, justement, de par le fait qu'elle soit subversive et qu'elle soit très... les maisons de disques étaient très frileuses au début. Elles ont dû se réorganiser, se structurer et elles se sont rendues compte qu'elles faisaient déjà beaucoup d'argent en étant en indépendant. Ce qui a forcé les maisons de disques à leur proposer d'autres modèles de contrats pour pouvoir quand même toucher leur part du gâteau, quoi. Ok. D'accord. Puis alors, typiquement, les artistes suisses romans qui sont des flèches montantes. Ouais. T'en connais quelques-uns? Ouais. Il y en a quelques-unes aussi. Ouais, quelques-unes, ouais. Il y a... Alors, j'ai un très gros montant. En fait, c'est ça qui est paradoxal avec les artistes suisses romans qui fonctionnent très bien, c'est qu'ils fonctionnent très bien à l'étranger. Ouais. Allez savoir pourquoi. Ouais. Pas local de manière... Ouais, totalement. On a un artiste, comment il s'appelle? Tyrone Kidwans, qui fait des musiques un peu d'ascendance afro et tout, qui a rempli l'Olympia. Ah oui. Ah ouais, alors que certains artistes français, ils remplissent pas. Il fait des millions de streams par sortie, etc. Mais en Suisse, c'est pas ça. C'est très paradoxal. Le public suisse est très compliqué à acquérir. De par l'offre aussi, qui est très élargie. Et le fait qu'on soit en francophonie aussi, je pense, c'est ça qui handicape un peu le truc, parce que il y a tous les Français qui graillent un peu, qui mangent, excusez-moi, qui grignotent la part du marché suisse. Et donc du coup, ça force les artistes suisses à aller s'exporter ailleurs, quoi. Et tous les experts et producteurs que j'ai reçus. Mais comment toi tu le comprends, le fait qu'il y ait qu'on soit un peu frileux en Suisse? Justement, je pense que c'est ça, c'est que il y a tellement d'offres
que on va aller directement on va se diriger vers les hits français, vers les artistes français, etc. Comme j'ai un œil sur notre horloge qui nous indique qu'on devrait conclure, donc est-ce qu'il y a une note de conclusion? Est-ce que tu aimerais nous dire un mot de fin? Je préfère vraiment être de l'autre côté. C'est comme ça. Une note, ça peut être une dièse, une bémol, une croche. T'as vu des vidéos avant de me recevoir, toi, hein? Non, mais franchement, si je peux, oui. Alors, à qui est adressé ce podcast concrètement? Que je connaisse un peu la cible de... Ah, jolie question. On fait des cours maintenant. Qu'est-ce que tu crois? Le public, c'est alors évidemment toutes les personnes qui sont concernées de près par le handicap visuel, par l'inclusion. Ça, c'est notre but. Donc, on est au tout début du chemin parce qu'on voulait en faire 45 dans un temps relativement bref. Enfin, on trouvait 45. Avoir un rythme de 1-2 interviews par mois, en tout cas. Et pour donner du volume, donner du corps, et puis que ça retentisse. Et je rajouterais aussi toutes les personnes qui n'ont pas forcément des affinités avec cette thématique, parce qu'il y a aussi l'idée d'informer, de sensibiliser, de faire réfléchir, parce que pas tout le monde dans son entourage a une personne malvoyante, donc c'est aussi l'inconnu. Et puis un accident de la vue, ça peut aussi nous arriver n'importe quand et à n'importe qui. Et c'est aussi comment peut-être mieux comprendre l'autre, quelque part dans sa différence, et aussi peut-être favoriser une entraide quelque part. Ok, du coup, j'ai 3 petits mots pour 3 publics cibles. Allez, ça va permettre de conclure comme ça. Pour les personnes qui n'auraient pas, et des personnes issues ayant une situation de handicap visuel autour de soi, n'ayez pas peur d'aborder, n'ayez pas peur de poser les questions quand par exemple vous aidez quelqu'un dans la rue, etc. Alors tout en étant courtois et pas très, évitez d'être un peu trop bourrin et peut-être un peu trop direct, mais n'hésitez pas à poser les questions. Ces personnes-là veulent partager, ces personnes-là veulent diffuser leur message. Donc si vous avez une question par curiosité et tout, n'hésitez pas, je pense. Pour les personnes qui seraient atteintes de cette situation-là, déjà, avant toute chose, ne comptez sur personne. Aucun système, aucune institution, aucune entreprise, aucun sugar daddy, vous appelez ça vraiment comme vous voulez, ne pourra plus vous prendre en main que vous-même. C'est à vous de trouver vos compétences. C'est à vous de trouver dans quoi vous êtes bon et dans quoi vous êtes heureux. Et vous pouvez évidemment vous faire accompagner, mais personne ne pourra le faire à votre place, quoi. De un. Et puis pour les personnes qui seraient dans l'entourage de ces gens, évitez de les ménager, évitez de les dorloter, parce que la vie est dure, le monde à l'extérieur est méchant, et plus vite ils pourront avoir les armes pour y faire face, et mieux ils pourront le gérer. Message top. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait une pause à la fin. C'est pour on connaît le mode de fonctionnement. Voilà. Merci. Merci à vous, les gars. Merci pour ta venue, Ali. Joli moment. Avec plaisir. Merci à vous de m'avoir reçu.